Bonjour à tous, je vous propose de démarrer ce webinaire sur la sécurité du code. Je suis Laurent Zerman, j'ai la chance de modérer cette conversation qu'on va avoir dans les 45 prochaines minutes avec Serguy et Rodolphe. Je vais commencer peut-être par vous présenter les différents interlocuteurs avec lesquels vous allez pouvoir entendre parler de ces différents sujets de sécurité du code et de résilience des données. D'un côté, on a Rodolphe Mas, qui est le CEO et cofondateur de Glaive, une start-up française dédiée à la sécurité du code. Et de l'autre, Serguy Gutsalo de Git Protect by Xopero, qui, lui, opère dans le milieu de la sécurité des données, de la résilience des données et du DevSecOps. D'un point de vue de l'agenda, je vais faire une petite introduction que j'ai déjà démarrée. On fera un petit tour de table et une conversation sur ces différents sujets pour essayer d'éclairer, entre guillemets, le statut de la sécurité du code aujourd'hui et en quoi les choses changent. Et puis, vous aurez l'occasion d'en apprendre un peu plus, à la fois sur Glaive, qui est une plateforme d'application security et au travers d'agents IA, et sur Git Protect, une plateforme all-in-one de backup DevOps. Alors, pour rentrer dans cette introduction et puis pour donner un peu de perspective, moi je retiens trois choses aujourd'hui dans le milieu de la sécurité du code et de la résilience des données. Trois choses qui marquent quand même cette année 2026. La première, c'est le vibe coding. Ça paraît fou, mais il y a un an, je pense que la plupart d'entre vous n'auraient pas su ce qu'on voulait dire par vibe coding. Cette idée-là n'existait pas. Elle venait juste d'être inventée par André Karpathy, qui est un des fondateurs d'OpenAI. Et les outils qui sont devenus aujourd'hui quasiment quotidiens pour la majeure partie des développeurs, Gemini CLI, OpenAI Codex, Claude Code, et toutes ces plateformes de GitHub Copilot, toutes ces plateformes de AI Assisted Coding, donc le développement assisté par l'AI, n'existaient pas. Elle venait juste de voir le jour. On en était encore à une, comment dire, une assistante à l'écriture du code. Je tapais une ligne et l'IA essayait de compléter cette ligne ou de générer les 2-3 lignes supplémentaires autour de ça. Elle se souvenait de ce que j'avais mis en copier-coller. Elle m'aidait à faire quelque part des copier-coller intelligents dans mon code. Et en l'espace d'un an, on est passé de cette assistance où le développeur reste celui qui écrit, à une délégation au travers de ces agents de code, comme Claude Code, qui va, à partir d'outils, lire des pages web, écrire des fichiers, lire des fichiers, exécuter des commandes sur votre terminal, se connecter à des plateformes au travers des fameux serveurs MCP qui permettent d'aller récupérer pour ces agents IA des data. Et donc, c'est un changement qui est radical. Et ça augmente la vélocité énormément des développeurs. Et aujourd'hui, on estime que 90%, si ce n'est pas que 100%, des startups aujourd'hui utilisent ces outils pour produire leur code. Anthropic, qui est le fabricant de Claude, a annoncé la semaine dernière lancer un nouvel agent, non pas pour le code, mais plutôt pour les documents, pour vous aider à lire ou à écrire des documents Word, Excel, etc. Et 100% de ce code-là a été généré par leur propre outil d'assistance au coding, qui est Claude Code. Donc, vous voyez un peu l'adoption de cette technologie, elle est incroyable. En l'espace d'un an, on est passé de quasiment rien à une délégation où on donne des spécifications, on donne des tâches à un agent, et l'agent va les exécuter, le développeur devenant une espèce de manager de 1, 2, 3 agents. Maintenant, je vois des développeurs autour de moi qui ont 3 fenêtres Claude Code en même temps ouvertes et qui promptent l'un, laissent travailler, passent au deuxième, etc. Un peu comme s'ils avaient une petite équipe autour d'eux. La question, et c'est de ça dont on va parler ensuite, c'est est-ce que ça crée une dette cachée? Est-ce que ça pose des problèmes de sécurité? Et est-ce que ça fait vraiment avancer la sécurité du code? Et ça, je pense que ça va être un des sujets de la table ronde. La deuxième évolution, c'est on est tous responsables aujourd'hui de la sécurité des logiciels.
J'ai coutume de dire que si on vous envoie un produit et que vous tombez malade parce que vous avez consommé ce produit, mettons une chose aussi simple qu'une bouteille de lait, vous allez vous retourner vers le fabricant du lait et vous lui direz, c'est de votre faute si je suis malade. Aujourd'hui, ça n'existe pas dans le logiciel. Si je vends un logiciel, que mon client se fait pirater à cause de moi, je ne suis pas responsable. Et ça va changer. Ça ne peut pas rester comme ça. Le logiciel, le numérique est devenu tellement important que forcément, les éditeurs de logiciels, les éditeurs SaaS, les éditeurs de e-commerce seront responsables devant la loi, devant les tribunaux. Ils seront liable, comme on dit en anglais, des données qu'on leur a confiées, des données personnelles, etc. Et ils seront condamnés quand ils ne seront pas capables d'avoir montré qu'ils ont fait leur meilleur effort par rapport à ça. Pourquoi j'en suis convaincu? C'est parce que finalement, quand on regarde la législation, les règles, on voit une évolution vers ce sens-là. Elle est progressive, mais elle est certaine. En Europe, on a eu le RGPD sur les données privées fin des années 2010. L'Europe a ses données dotées de ce qu'on appelle le Cyber Resiliency Act, CRA, qui impose un certain nombre de contraintes d'abord à des éditeurs de logiciels relativement critiques dans l'industrie, dans la défense, dans l'aéronautique, mais forcément, ça va s'étendre à tous les éditeurs. Il n'y a pas de raison que les gens qui gèrent aussi des données sensibles de santé, des données sensibles bancaires, de CRM, de business, même si vous êtes dans la MarTech, vous avez des données sensibles de vos clients et vous en serez responsable. Et la législation va dans ce sens-là. Et donc, se concentrer sur la sécurité de son code, ça ne sera plus juste un nice to have, mais ça sera vraiment un must-have pour l'ensemble des éditeurs demain. Et l'ensemble des business, puisque finalement, tous les business aujourd'hui ont une part de numérique, ont des plateformes numériques, on essaye d'avoir une relation client digitalisée pour avoir une meilleure proximité, utiliser les outils modernes. Et donc, tout le monde sera responsable, d'une certaine façon, de la sécurité du code et de la résilience des données. Et puis, le troisième point, c'est la fin de l'ère des pionniers. On travaille chez Saigo Entrepreneur avec beaucoup de startups. On crée et on investit dans des startups et on rencontre beaucoup de CISO, de CTO, de décideurs autour de tout ça. Et on se rend bien compte que sur ce sujet de sécurité du code, on est encore au tout début. On a l'impression, et je sais que certains d'entre vous, vous êtes DevSecOps, AppSec Engineer, etc. On a l'impression que c'est un métier qui existe et qui est maintenant structuré. La grande majorité du marché aujourd'hui, c'est très nouveau. On rencontre encore des très grands industriels, 10 000 développeurs qui n'ont pas vraiment commencé leur démarche AppSec, qui en sont au tout début. Et donc, cette fin d'ère des pionniers, c'est-à-dire qu'on va passer d'un métier où on avait quelques AppSec Engineers, quelques DevSecOps, très, très compétents, très forts, capables d'analyser très vite les problèmes et d'orienter leur entreprise vers de meilleure sécurité, à une démarche qui devra être beaucoup plus large, beaucoup plus industrialisée et peut-être moins basée sur l'expertise, mais plus basée sur le process qu'on va mettre en place, la formation qu'on mettra en place des collaborateurs et l'outillage des différentes personnes. Et donc, je pense qu'on va vers on est en train de basculer vers une généralisation. Et donc, forcément, le métier d'AppSec Engineer va changer. Peut-être sera un peu moins technique, peut-être un peu plus dans l'animation. On a beaucoup entendu ces dernières années cette idée de security champion. Elle reste encore aussi, là aussi, à être mise en place. Beaucoup ont essayé, beaucoup se sont trompés. Et je pense qu'on va forcément avancer d'un point de vue organisationnel dans les entreprises par rapport à tout ça. Voilà pour la petite introduction que j'avais sur le sujet pour démarrer. Maintenant, peut-être qu'on peut en débattre de cet état de fait. Rodolphe, Sergi, sur cette question, par exemple, du vibe coding, comment vous vous situez? Rodolphe, tu veux peut-être commencer? Yes.
Merci Laurent et bonjour à tous. Donc moi je suis le CEO de Glaive. Glaive c'est une plateforme d'intelligence d'application security. Effectivement, en fait, ce que nous on voit au quotidien avec les entreprises qui produisent du logiciel, c'est qu'elles voient l'ensemble de leurs développeurs qui utilisent l'IA pour générer du code et se posent la question, OK, à quel point est-ce que c'est risqué d'utiliser des IA pour générer du code? À quel point le code qui va être généré grâce aux IA, et donc il y a un gain de productivité énorme, à quel point bah, je ne vais pas perdre du temps derrière pour le sécuriser, ce code-là. Et en fait, quand on regarde ça, effectivement, les applications de vibe coding, donc Laurent, tu as mentionné Claude Code, Codex, etc., ils vont s'inspirer du code existant pour écrire du nouveau code. Et c'est normal, parce que ça permet de garantir la cohérence globale de votre code. Mais ce faisant, ils vont répliquer les failles potentielles qu'il pourrait y avoir dans votre code existant. Ce qui fait que les entreprises qui commencent, les équipes tech qui veulent structurer leur démarche de sécurisation du vibe coding, ils se retrouvent face au challenge de j'ai plus de code qui va être créé avec potentiellement moins de vigilance de la part des devs parce que je crée plus de code et c'est écrit cette fois avec un assistant. Et deux, ce code-là, qui est généré de plus en plus fort, il va s'inspirer sur mon code existant. Donc, il va générer potentiellement encore plus de failles. Et les process aujourd'hui de détection, remédiation ne peuvent pas scaler avec ce volume de code qui, lui, scale. Ce qui fait qu'une organisation va se retrouver dans, dans un nouveau process qui va consister à se dire, pour anticiper le futur, il faut que je commence, par m'assurer que le code existant, donc la source d'inspiration de mes IA, va lui être un bon exemple à suivre. Et le deuxième élément, ça va être, maintenant que j'ai un code existant qui est une belle inspiration, comment est-ce que je construis mes remédiations types pour encadrer le code généré par l'IA pour que si il introduise sans faire exprès des potentielles failles, il puisse le corriger lui-même dans la pratique de code qui est la mienne. Ok. Ok. Donc tu l'as bien dit, on a de plus en plus de code finalement qui est généré. Il y a ce côté photocopieur à code dont on a envie qu'il ne photocopie pas les failles. Mais il y a aussi une question de volume et de sauvegarde de ce volume. Sergueï, comment tu adresses ce problème aujourd'hui dans ton quotidien? Oui, bonjour à tous. Tout d'abord, merci de m'avoir invité à ce webinaire. Je vous rappelle que le chat est ouvert. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours poser des questions sur le chat et nous allons les répondre. Et en ce qui concerne, bien sûr, les risques qui ont augmenté avec le développement des outils de l'IA, comme le développement a augmenté, donc les risques d'attaques malveillantes et de perte des données ont augmenté et cette situation va changer chaque mois, chaque année. En parlant des données et des volumes des données qui sont euh, qui sont qui peuvent être en attaque. Je rappelle tout d'abord le modèle de responsabilité partagée que toutes les plateformes que toutes les plateformes signalent, c'est que la plateforme est responsable de la disponibilité de la plateforme. Par contre, seul le client est responsable de ses données. Ce qui nous rappelle de la importance de pouvoir les sauvegarder, avoir les sauvegardes de vos données pour accéder facilement et de restaurer vos données en cas de perte de l'information critique. Moi, je dirais aussi que
je dirais aussi que selon notre expérience et j'ai oublié le mot, pardonnez-moi, notre recherche, 2025 a marqué un tournant où les plateformes de confiance, on va dire GitHub, GitLab, les plateformes Atlassian sont devenues le terrain de jeu principal des cybercriminels. Et on voit de plus en plus des attaquants, des attaques qui n'ont pas seulement qui n'attaquent pas seulement le code, mais ils utilisent les infrastructures DevOps, pipeline, automatisation, comme vecteur de distribution de malware. C'est pour ça que, encore, c'est important d'avoir aussi la possibilité de sauvegarder vos données pour pouvoir cette résilience, on va dire. Tu as totalement raison. Hein. C'est 2025 et même les années d'avant, on a vu un certain nombre d'attaques supply chain, comme on dit. C'est-à-dire, au lieu d'aller attaquer le logiciel une fois qu'il est en production, on va en attaquer la chaîne de production, la CI/CD, aller infecter des dépendances open source, aller infecter la façon dont on compile le logiciel. Et donc, on est quelque part, nous, les créateurs de logiciels en général, ciblés par les attaquants aujourd'hui. Rodolphe, sur ces questions de coordination entre la sécurité, de l'infrastructure, du code, etc., on voit beaucoup d'AppSec qui ont un rôle hybride entre les deux. Toi, tu en as rencontré, j'imagine. Comment tu vois leur quotidien? Ouais, bah, c'est un bon point. En fait, ce que tu disais en intro, Laurent, est assez révélateur. Effectivement, et en un an, moi, j'ai vraiment vu l'évolution. Le métier d'AppSec, chez les pionniers, était, comme tu le disais, un métier hautement technique. Et je pense que les AppSec, les DevSecOps, encore une fois, que je rencontrais il y a un an, qui travaillaient dans des grosses entreprises avec des grosses équipes de dev, étaient des gens avec une extrêmement pointus en termes de technique. Mais au fur et à mesure que les choses évoluent, je remarque deux vrais trends chez ces personnes-là. Et c'est marrant parce que j'en discutais encore ce matin avec l'ingénieur sécurité d'un gros logiciel. Et il y a deux grosses trends. Le premier, c'est que ce métier d'AppSec, de DevSecOps, devient de plus en plus un métier d'orchestration. C'est-à-dire que le rôle n'est pas tant de faire de la sécurité pour les autres métiers, que ce soit les métiers des développeurs, mais aussi les métiers du marketing, du design, etc., mais plutôt de créer les threats et les controls, donc de créer le cadre sécuritaire pour chacune de ces équipes et de l'orchestrer pour que tout le monde ait bien conscience de sa responsabilité en termes de sécurité. Et le deuxième élément, et qui va main dans la main avec ça, c'est l'automatisation. Ce que me disent souvent les ingénieurs de sécurité, c'est génial parce que dans mon métier, je peux construire mes propres outils et être l'utilisateur de mes propres outils, ce qui est différent d'un développeur qui construit des outils pour les autres. Eh bien, il y a vraiment cette obligation d'automatisation, automatiser les détections, automatiser les remédiations, qui sont un élément vraiment de premier plan et qui vont transformer clairement l'organisation. Ok. Et cette dimension d'automatisation, Sergey, tu la rencontres, j'imagine, aussi chez tes clients? Moi, je dirais que la plupart des clients commencent à avoir un outil. Le plus souvent, c'est fait manuellement en utilisant les scripts. Et leur problématique, de plus en plus, c'est de pouvoir automatiser tout le processus parce que ça demande beaucoup de temps, ça demande, ça fournit une fonctionnalité assez limitée
Donc, en cas de nécessité ou en cas de sinistre, ces clients-là, ils ont vraiment le besoin de pouvoir avoir quelque chose automatisé qui leur permet de augmenter leur performance. Donc ça, je suis tout à fait d'accord. Ouais, on est dans un domaine où on peut finalement, comme tu disais, Rodolphe, créer son propre outil, faire son propre script pour aller analyser son code ou backuper ses data dans vos deux cas. Maintenant, la question, c'est comment on passe ça à l'échelle, comment on fait ça sur tout son périmètre, comment on est sûr que c'est bien fait partout, parce qu'il y a toujours des trous dans la raquette et une solution, elle est aussi là pour systématiser quelque part quelque chose, quoi, un process. Ok, très bien. Une dernière remarque, Rodolphe, avant qu'on passe aux présentations qu'on avait prévues pour chacun d'entre vous. Bah, écoute, moi je pense que ça va être une bonne transition vers la démo. Et justement, quand tu parles de construire des outils d'automatisation, moi j'ai beaucoup discuté avec des équipes qui ont construit leurs propres outils d'automatisation, leur machinerie, et qui sont limités par deux choses. Le premier, c'est comme d'habitude, hein, quand on construit, c'est le coût de maintenance. Quand la personne qui a construit change dans une organisation ou autre, le handover se fait pas, la maintenance se fait pas, et l'outil devient très vite obsolète. Et le deuxième élément, c'est toujours la même chose, c'est que quand on crée son outil, plutôt que de prendre un outil qui est un outil expert, on passe à côté de potentiellement de toutes les nouvelles technologies, de toutes les innovations qui peuvent être faites et dont c'est le métier des développeurs de logiciels, dont Glaive sur la partie AppSec. Ok. Sergueï, il y a une chose que tu voulais partager avec notre audience aujourd'hui? Quelques points clés, je voudrais partager concernant notre dernière recherche que j'ai mentionnée tout à l'heure. Donc, nous avons appris que dernièrement, les attaquants n'attaquent plus seulement le code, mais ils utilisent les infrastructures DevOps, surtout des pipelines, des automatisations, comme vecteur de distribution de malware. Et j'ai préparé aussi quelques chiffres alarmants de l'année 2025. Donc, la fréquence a augmenté. 607 incidents enregistrés contre 364 incidents en 2024, soit une hausse de 40%. Gravité aussi de ces incidents, donc les incidents critiques ont explosé de 69%, totalisant plus de 1750 heures d'interruption de service. Et aussi vulnérabilité qui a augmenté de 30% des correctifs, des patchs entre le premier et le second semestre 2025. Donc, avant d'aller à la partie démo, je voudrais aussi partager quelques cas réels de nos clients. Donc, un de nos clients nous a dit que les sauvegardes basées sur les scripts manuels mobilisent excessivement les ressources humaines. Donc, ça c'est quelque chose que j'ai déjà mentionné. Et une autre exemple, c'est que la problématique de notre client était qu'il a été dépendant à un stockage unique pour l'ensemble de ses sauvegardes. Le résultat, lorsque l'accès à ce stockage a été perdu, comme lors de l'incendie de data center OVH à Strasbourg ou pendant la panne critique du cloud AWS l'année passée, et donc le client a été bloqué et il n'a pas pu restaurer ses données pendant près de 15 heures. Et donc ça, ce sont les cas les plus récents et qui nous montrent encore l'importance d'avoir les sauvegardes des données et l'importance d'automatiser le processus. Ok, super, super. Et effectivement, j'étais en train de le mettre dans
dans le chat, mais vous avez publié une étude qui reprend l'ensemble de ces chiffres et qui est très intéressante et j'encourage tout le monde à lire. Je vous propose qu'on enchaîne sur les démos. Rodolphe, on va commencer par toi. Et j'en profite pour te poser aussi une question qui est posée par Jocelyn, qui dit quelles sont les bonnes pratiques qu'on recommande pour valider un code généré par l'IA. Et je pense que c'est un des points que tu peux en creux adresser dans ta démo. Ça marche. Merci Jocelyn pour la question. Et effectivement, c'est une parfaite transition pour ma démo, enfin pour la démo de Glaive. Pour encadrer le code généré par l'IA, il y a deux choses qui sont importantes. La première, ça va être de maîtriser les problèmes de sécurité qui sont dans le code existant sur lequel l'IA va s'inspirer pour produire du nouveau code. Et ça, c'est une grosse difficulté parce que la plupart des équipes qui développent du logiciel, ils développent du logiciel depuis plus de quelques années. Et donc, ils vont avoir potentiellement un backlog de problèmes de sécurité qui est important. Backlog que nous, on appelle la dette sécurité, qui est extrêmement difficile à gérer puisque vous allez avoir beaucoup d'alertes qui vont être potentiellement remontées par les scanners et vous ne savez pas parmi ces alertes par quoi commencer, comment les prioriser, comment éviter de corriger des alertes qui ne sont pas en réalité des vraies failles et comment les remédier. Et justement, sur cette partie remédiation, c'est le deuxième élément, sur comment encadrer l'IA, c'est construire sa bibliothèque de remédiation qui va être propre et qui va guider l'IA sur les pratiques propres de son équipe quand il s'agit de corriger ou d'anticiper des failles potentielles. Donc ici avec Glaive, on fait ces deux choses. La première, ça va être effectivement de travailler sur la dette sécurité. La deuxième, ça va être de capitaliser sur ce travail-là afin de créer sa bibliothèque de bonnes pratiques de remédiation qui pourra inspirer l'IA pour générer du nouveau code. On le voit ici dans la démo, dans la manière dont on va travailler. La première chose, c'est qu'on va, pour adresser la dette, on va venir importer tous les problèmes de sécurité qui vont émaner de différentes sources de détection, les scans que j'ai fait, SAST, DAST, scanner de secret, scanner de dépendance, SAST, ISC, etc. Potentiellement, je pourrais importer tous les pentests que j'ai fait cette année, brancher mon flux de bug bounty si j'en ai un, et je vais venir centraliser dans la plateforme Glaive tous mes problèmes de sécurité de code. Je vais également centraliser dans cet onglet Knowledge toute la connaissance de mon organisation, à savoir le contexte de mon code, donc quels sont les différents composants dans mon code et comment je dois avoir confiance dans les relations entre différents composants, mais également quelles sont les différentes architectures de mes dossiers, donc à l'intérieur de tous mes repos, que je puisse indiquer quels sont les fichiers qui sont déployés publiquement ou non, en production ou qui sont des fichiers de test, et indiquer quelle est la criticité de fichiers métiers. L'idée, c'est toujours de se dire, si j'ai une faille critique qui me remonte, mais qui est dans un back-office protégé par un VPN, c'est pas si important que ça. Et donc, on va mapper également dans cette connaissance toutes les remédiations, donc ce qu'on appelle en cybersécurité les threats et controls, donc anticiper tous les potentiels problèmes et quelles sont mes pratiques pour remédier aux problèmes que je vais avoir. Et donc, une fois que j'ai tout ça, j'ai une visibilité claire sur tous mes problèmes de sécurité. Je vais pouvoir cibler les périmètres que je veux remédier et lancer dessus une campagne. Une campagne de sécurité, c'est donc un périmètre de problème de sécurité que je veux remédier dans un temps donné. Et Glaive va m'aider à remédier ces problèmes de sécurité. Donc ça peut être, je vais aller prendre tous les problèmes de sécurité liés à telle équipe de développement, ou je vais prendre mes 5 repos les plus critiques et je veux corriger toutes les failles de sécurité qui sont les plus importantes. Ou je vais prendre tous les problèmes d'injection, par exemple, qui sont critical et je vais les corriger. Ou tel rapport de pentest. Donc ici, là, moi, j'ai choisi de faire une campagne sur une équipe, donc c'est ma squad 1. Dans cette campagne-là, j'ai 29 problèmes de sécurité, dont 31% ont déjà été automatiquement remédiés. J'ai jusqu'au 26 mars pour le faire, donc là, je vois que j'en ai 5 qui sont critiques.
Donc, on voit qu'on va passer par plusieurs étapes. La première étape, ça va être de s'assurer que tous les problèmes de sécurité que je vois là, ils sont bien exploitables. Comme ça, j'écarte tous ceux qui ne sont pas exploitables. La deuxième étape, ça va être de regrouper ces problèmes de sécurité en tâches. La quatrième étape, ça va être d'enrichir ces tâches-là avec quel est d'écrire très concrètement pourquoi c'est un problème de sécurité, comment est-il peu exploitable et surtout comment est-ce que je dois le remédier. Et ensuite, la cinquième étape, ça va être d'aller envoyer ça aux développeurs directement dans leur workflow, donc si dans leur projet Jira ou dans l'outil de ticketing qu'ils utilisent. Dans ces différentes étapes, il y a une étape qui souvent est complexe, c'est l'étape d'évaluation de l'exploitabilité. Pourquoi? Parce que quand on reçoit des alertes des scanners, on ne sait pas, et notamment sur les scanners d'analyse statique type SAST, on ne sait pas à quel point ces problèmes-là sont vraiment exploitables. Et donc, il va falloir analyser l'exploitabilité de l'alerte qui est remontée avant de la corriger. Et ça, c'est quelque chose qui peut être extrêmement fastidieux. Et je vais vous en montrer un exemple. Ici, j'ai sélectionné une CWE qui m'a été remontée donc, par un SAST. Ça semble être une vulnérabilité importante. Ici, vous voyez, le Glaive score est à 100. Ça veut dire que non seulement elle a été critique par le scanner, mais en plus, elle est dans une zone de mon code qui est importante. Donc, a priori, c'est vraiment un problème de sécurité que je dois aller remédier. Une CW78, donc c'est un problème d'OS, d'injection sur une commande OS. Globalement, ça peut être, en gros, ça peut permettre à un attaquant d'exécuter une commande système, ce qui peut lui permettre d'exécuter une commande à distance, de voler des secrets ou des clés d'API, d'accéder directement au système et parfois même de prendre le contrôle du serveur. Mais c'est très complexe ici pour un développeur ou pour un ingénieur de sécurité de savoir est-ce que c'est vraiment exploitable ou pas. Il va falloir, regarder la source de données. Est-ce que l'attaquant peut vraiment contrôler cette valeur? Donc, est-ce que ça provient d'une requête HTTP? Est-ce qu'il y a un paramètre utilisateur? Ou est-ce que c'est une entrée directe via un API? Deuxièmement, il va falloir tracer le flux de données. Donc, est-ce que la donnée va être transformée? Est-ce qu'elle va être filtrée? Est-ce qu'elle va être concaténée à un moment? L'idée, c'est de comprendre comment cette donnée elle va circuler dans l'application. Ensuite, il va falloir regarder s'il y a eu des protections. Est-ce que dans mon code, j'ai mis un process de validation strict? Est-ce que j'ai proposé une whitelist, etc. Et enfin, dans le dernier élément, il va falloir se dire, est-ce qu'il y a un impact? Est-ce que j'ai un impact réel? Est-ce qu'un attaquant peut vraiment exécuter une commande arbitraire ou est-ce que c'est une vulnérabilité qui est en vrai que théorique et pas vraiment exploitable? Et donc tout ça, c'est un process qui, si on le fait manuellement, ça me prendrait 1, 2, 3 heures de temps manuel d'investigation en relisant le code. Et que ici, Glaive va faire automatiquement. Ici, je vais demander à Glaive d'analyser son exploitabilité. Et donc, Glaive, il va lire l'ensemble des fichiers. Il va utiliser la base de connaissances de l'organisation qu'il a pour comprendre, pour bien connaître le contexte et les contrôles qu'il y a derrière, et il va pouvoir ainsi m'indiquer est-ce que c'est exploitable ou non. Donc là, vous voyez, on voit sur la droite toutes les différentes étapes par lesquelles mon agent passe pour finalement, ça y est, il a convergé, et là, il m'indique que, hop, donc c'est bien exploitable. L'exploitabilité a été confirmée. Donc ici, ça a été confirmé parce que je vois que c'est bien le endpoint API spawn qui est exposé et qui prend une requête dans la commande. Je peux par exemple lui poser une question, moi directement, en tant qu'ingénieur de sécurité ou en tant que dev, je ne suis pas sûr, je vais lui demander comment est-ce que tu sais que l'input utilisateur n'est pas sanitizé? J'ai pas envie de retourner dans le code, je ne sais pas exactement où c'est dans le code, et donc je lui pose la question, et donc là il va me répondre directement. Effectivement, c'est intéressant, j'ai regardé ça, comment je sais que l'input n'est pas sanitizé, et il me montre exactement l'endroit du code
où je retrouve mon input utilisateur, pourquoi c'est pas utilisé et donc pourquoi c'est effectivement exploitable. Aussi Donc, il a imagé. parcouru, Rodolphe, il a parcouru 5 ou 6 fichiers pour retracer l'ensemble du parcours et faire cette analyse, en fait. Exactement, il a parcouru, et ici on le voit au-dessus, hein, il a parcouru 6 fichiers différents pour remonter dans la source de ma fonction et de la requête qui est effectuée et comprendre effectivement si elle est exploitable ou pas. Donc ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, sinon, on doit faire manuellement. Un scanner ne connaît pas le contexte de code, il ne sait pas le faire. Et donc, pour pouvoir savoir si c'est vraiment exploitable, c'est quelque chose qu'on doit faire manuellement. Donc là, en 30 secondes d'analyse, j'ai économisé 2 heures de temps d'investigation. Et ça, c'est uniquement cette partie analyse. Ensuite, Glaive va automatiquement regrouper les problèmes en tâches, enrichir les tâches et les envoyer directement aux développeurs dans leur projet Jira. Ici, on peut voir par exemple une tâche, je peux aller regarder toujours dans des problèmes d'injection. Si je regarde ici, c'est un problème d'XSS. Il vient m'expliquer quel est le problème, pourquoi c'est exploitable et comment exactement il faut le remédier. Ici, il m'a donné un snippet de code que je peux utiliser. Si mon développeur il utilisait un assistant IA, je pourrais lui générer le prompt qu'il doit utiliser et il n'aurait qu'à copier-coller le prompt dans son Cloud Code qui irait ouvrir l'APR et faire la modification. Tout ça, c'est important. Toute cette partie automatisation, elle me permet extrêmement rapidement donc de gérer ici ces 29 problèmes de sécurité qui m'auraient demandé moi énormément de temps pour les trier manuellement et apporter la bonne remédiation. Ici, en quelques minutes, Glaive a permis d'automatiser ça et d'apporter la bonne solution aux développeurs au bon moment pour qu'ils prennent ownership sur la sécurité. Super. Donc les développeurs ont Cloud Code ou Gemini et les AppSec ont Glaive. C'est ça à peu près la synthèse, si j'ai bien suivi. C'est exactement ça, ouais. On va passer à la démo de Sergui, si vous voulez bien. Sergui, tu peux partager ton écran si tu veux. Merci Rodolphe pour pour le démo. Merci Laurent. Et donc, je vais partager mon écran. Tout d'abord, une chose évidente. Attendez. Tout d'abord, une chose évidente mais importante. Même si vous utilisez un antivirus, même si vous utilisez les certains outils d'automatisation, vous n'êtes pas 100% protégé contre la perte possible des données. Ça peut pas seulement se passer à cause de malware, ça peut se passer aussi à cause d'une erreur humaine ou une sinistre naturelle, comme feu, etc., etc. Notre outil, Git Protect, est là pour protéger vos données. Donc, en ce qui concerne les données Git, GitHub, GitLab, Bitbucket, Azure DevOps, nous sauvegardons pas seulement les repositories, mais les données les métadonnées qui sont incluses dans votre environnement. Et vous pouvez sauvegarder aussi les utilisateurs Jira dans une seule console, dans une seule interface. Comme vous voyez ici, vous avez le dashboard qui vous montre l'ensemble de votre infrastructure parce que vous pouvez gérer, comme je vous ai dit, plusieurs environnements en même temps. Et lorsque vous rajoutez ou intégrez votre plateforme, soit c'est GitHub, soit GitLab, soit Jira ou Azure DevOps, vous pouvez créer votre tâche de sauvegarde. Les tâches de sauvegarde peuvent être automatisées, donc ça vous facilite tout le processus de la protection de vos données. Je vais vous montrer très brièvement comment ça fonctionne. On va rajouter une nouvelle tâche de sauvegarde.
pardon. Nous allons rajouter une nouvelle tâche de sauvegarde ou utiliser une tâche existante. J'ai un peu les erreurs de la connexion. Veuillez m'excuser pour ça. Donc, on peut soit modifier une tâche existante, soit créer une nouvelle tâche de sauvegarde. Je vais essayer de rafraîchir la page. OK. Voilà. Donc, on va rajouter notre tâche de sauvegarde en choisissant la plateforme. Nous pouvons inclure toutes les repositories ou nous pouvons inclure seulement les projets ou les repositories nécessaires. Soit nous pouvons utiliser les règles. Les règles sont utiles quand vous avez plusieurs repositories disponibles et vous pouvez automatiser la découverte de ces nouvelles ou existantes repositories par notre logiciel. On va utiliser protéger toutes les repositories. Prochaine étape, on va peut-être exclure les métadonnées, je vais dire metadata, qui sont peut-être pas nécessaires. Donc, vous ne voulez pas sauvegarder les LFS ou les projets. Vous pouvez facilement exclure ces éléments. Après, vous choisissez où est-ce que vous voulez sauvegarder vos données. Donc, par défaut, notre société propose un stockage cloud illimité. Par contre, vous pourrez utiliser votre propre stockage cloud ou local. Vous n'êtes pas limité avec ça. Et la chose la plus importante, c'est bien sûr le schedule, donc le calendrier. Vous pouvez choisir plusieurs différents calendriers sur lesquels une copie complète va être faite. Et après, vous pouvez aussi choisir une copie incrémentielle qui va être lancée, par exemple, chaque jour ou chaque heure. Donc ça, c'est très flexible. Et dernière étape, c'est que vous pouvez choisir une encryption. Donc, vous pouvez encrypter vos données. Vous pouvez compresser vos données également. Et il y a aussi quelques d'autres configurations disponibles ici. Après, la tâche peut être lancée selon le calendrier, soit vous pouvez la lancer tout de suite. Donc, cette tâche de sauvegarde va être exécutée. Pour restaurer vos données, c'est encore plus facile. Donc, vous pouvez choisir votre plateforme que vous utilisez. On va dire, on va essayer par exemple avec GitHub. J'appuie sur Restore. Je choisis le projet que je dois restaurer, ou quelques projets. Une chose très importante aussi, notre logiciel permet de restaurer pas seulement vers la plateforme d'origine, mais elle vous permet de restaurer vers une autre plateforme. Si, imaginons, Azure DevOps ou GitHub n'est pas disponible en ce moment, mais vous voulez continuer votre production ou vous voulez restaurer votre donnée. Donc, vous pouvez restaurer sur une autre plateforme ou même sur une machine locale. Moi, je vais restaurer sur GitHub. Là, on vous donne deux options de restauration. Donc, vous pouvez restaurer toute l'organisation. Si vous avez si votre organisation a été il me manque le vocabulaire. Donc, si les données ont été effacées, vous pouvez restaurer l'organisation complètement ou il y a une restauration granulaire qui est disponible. Donc, ça vous facilite le temps, ça vous facilite aussi le processus parce que vous pouvez choisir quelles données exactes voulez-vous restaurer sur GitHub ou dans les autres plateformes. Je garde toutes les données et j'appuie sur Restore.
Donc, sur mon compte GitHub, je vais voir les données restaurées après la perte de données ou, par exemple, quelqu'un a fait les changements, a fait le commit récemment. Et donc, ça peut être le cas que vous voulez restaurer vos données à partir de mois prochain ou à partir d'hier. Donc, vous pouvez choisir le point de restauration sur lequel vous voulez restaurer et vous pouvez choisir l'élément précieux que vous voulez restaurer. Donc, en gros, c'est… Ce que tu veux dire, oui, non, ce que tu veux dire, Sergui, c'est que comme la restauration est complètement souple et qu'on peut choisir ce qu'on restaure, quand, comment, etc., du coup, on peut adresser beaucoup plus de cas d'usage que le simple, j'allais dire, disaster recovery, c'est-à-dire que les effacements par erreur, les cas de corruption dont on parlait, enfin, on peut vraiment faire beaucoup de choses en choisissant ce qu'on sauvegarde et en choisissant ce qu'on restaure. absolument. C'est beaucoup plus flexible comparé aux sauvegardes manuelles faites avec les scripts, parce que encore, la période de rétention est illimitée. Vous pouvez garder les données pendant des années. Une autre chose, c'est que vous avez la restauration granulaire disponible et vous pouvez aussi restaurer vers d'autres plateformes qui n'est pas possible avec la sauvegarde manuelle avec les scripts. Donc, c'est très flexible et il y a beaucoup de fonctionnalités, mais j'ai montré juste une seule petite partie de ces données. Je vous rappelle aussi que nous fournissons une version d'essai qui fonctionne pour 14 jours. La licence peut être étendue et nous garantissons le support avec la configuration de notre outil. Super, merci Sergui. Voilà. Merci de cette démo. Merci beaucoup. Écoutez, je vous propose de conclure. Si vous voulez encore poser une question dans le chat, c'est encore le dernier moment. On a déjà 5 minutes de retard et c'est vrai que dans ces webinaires, on a toujours tendance à déborder, mais je veux garder votre temps parce qu'il est précieux. Moi, ma conclusion, c'était pour prendre un peu plus de hauteur, c'est que je suis très content qu'on puisse faire en français un webinaire avec une société polonaise, un ingénieur ukrainien, une société française. Enfin, j'ai l'impression de faire un vrai projet européen et j'en suis très fier et très content. Rodolphe, ton mot de conclusion? Écoute, mot de conclusion, là, effectivement, je pense que les pratiques de code sont en train d'évoluer, les pratiques de sécurité évoluent avec, et moi, je suis optimiste de voir que tout l'écosystème s'organise autour pour fournir à la sécurité les outils et les armes qui vont lui permettre d'accompagner ces changements, et très fier que Gleb en fasse partie. Super. Sergui, ta conclusion? Pour résumer, oui, tout d'abord, je vous remercie pour cette conversation intéressante et importante. Le développement de l'IA, bien sûr, nous donne plus d'efficacité, plus de vitesse. Par contre, ça nous donne également plus de menaces et plus d'alertes et auxquelles nous devrons être prêts avant que la sinistre se passe. J'espère que c'était assez, que vous me suivez et c'était assez comprenable. Oui, c'était très bien. Tu parles très bien français. Merci beaucoup. Merci. Je vais conclure. Donc, merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. N'hésitez pas à revenir vers les différents interlocuteurs sur LinkedIn notamment. On enverra bien évidemment le recording puisqu'on a vos différents emails. Et n'hésitez pas à faire des follow-up. On aimerait beaucoup mieux comprendre chacun de vos use cases, chacun de vos environnements et pouvoir peut-être tester ces produits et tester nos travaux dans vos environnements. Voilà. Merci à tous. Bonne journée. Merci tout le monde. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir.